démonstration de dessin sur Photoshop, vous avez une démonstration 3D ici avec Christophe rendu. Moi de mon côté, je vais faire quelque chose d'un peu plus global, puisque je suis réalisateur et je vais surtout expliquer le processus de création d'un court-métrage. En fait, quelles sont les étapes que l'on va parcourir pour en arriver à faire naître un film. Vous allez voir que ce sont des étapes assez larges et qui finissent par regrouper un peu tous les métiers qu'on a pu déjà vous présenter jusqu'ici. Ok, je vais vous installer, pour ceux que ça intéresse. Voilà, donc comme dans toute création, un court-métrage, c'est une histoire qu'on a envie de raconter. Donc le point de départ de toute production, de toute création, c'est d'avoir une idée, d'avoir une histoire qu'on a envie de communiquer et qu'on a envie de raconter. C'est l'étape la plus économique de tout le processus, puisque c'est l'étape où vous pouvez, presque sans limite, vous lâcher, mettre au point votre histoire. Alors, je ne vais pas ici rentrer dans les détails qui font qu'une histoire est une bonne histoire, puisque c'est un très vaste débat et qu'on pourrait remplir des semaines de conférences rien qu'à aborder les sujets. Mais je vais plutôt vous montrer comment, à partir d'une histoire, on structure le tout pour en faire également un instrument de travail et comment on peut faire avancer la production, puisque la production d'un film, quel que soit son budget, quels que soient les participants, est toujours une épreuve qui fait appel à de nombreux talents et donc qui demande une structure assez importante. Donc, la première étape, la première écriture, on a coutume de dire qu'un film s'écrit 3 fois. La première phase d'écriture, c'est ce qu'on appelle le scénario. Et un scénario, c'est ça. Voilà, donc celui que je vous montre ici est déjà passablement usagé. Le scénario, c'est pas juste une histoire. Le scénario, c'est déjà, vous pouvez le voir ici, c'est déjà un instrument de travail. Voilà, donc vous avez peut-être déjà observé des scénarios, vous avez peut-être déjà vu que ça a une forme un peu particulière, comme une pièce de théâtre n'est pas écrite comme un roman. Un théâtre, c'est à la fois votre histoire, mais c'est également un outil de travail. Donc pourquoi est-ce qu'un scénario se structure de cette manière-ci? Donc voilà, je vous donne un petit exemple que j'étais de reprendre sur le net. Vous voyez que votre scénario est découpé en fait est toujours découpé en plusieurs phases en fonction des endroits où l'histoire se déroule. Ici, vous pouvez voir, voilà, on est dans l'intérieur d'un théâtre et l'action se situe de nuit. Vous voyez que le style est généralement assez descriptif et qu'il y a beaucoup de précision, d'ailleurs assez aride, sur la manière dont dont le personnage se positionne. Vous voyez par exemple ici, on dit clairement sur la scène, le nom des personnages est écrit en lettres capitales. Pourquoi? Parce que lorsque votre scénario est prêt, à partir du moment où vous devez rentrer en phase de production, un membre de votre équipe va décortiquer tout ce scénario pour identifier tous les besoins que l'on va avoir concrètement pour que le film se mette en place. Autrement dit, il va inspecter tout, il va regarder le nombre de décors qui sont nécessaires, il va regarder combien de personnages interviennent, comment ils sont habillés, quels sont les accessoires utilisés. À partir de ce scénario, vous allez déjà vous retrouver avec une masse d'informations extrêmement importante que la production va devoir respecter pour que le film puisse passer du papier du papier au tournage. C'est également souvent dans cette phase-là, voilà je vous montre un exemple de storyboard qui n'est pas un storyboard définitif, c'était une ébauche pour un travail que l'on réalisait pour IMPS. On rentre dans la phase de pré-production, tout ce qui est utile pour visualiser le film et pouvoir le partager avec ses collaborateurs, pour pouvoir le partager avec les éventuels partenaires financiers, est le bienvenu. Donc Christophe vous parlait tout à l'heure justement des différents rendus 3D, des différentes planches qu'il pouvait créer. Mais le but est à la fois de définir le look du film que vous avez réalisé, mais également de pouvoir communiquer avec tous vos collaborateurs pour que ce film puisse aboutir et puisse prendre forme. Le réalisateur, là-dedans, son objectif est de servir un peu de guide. Il est épaulé par le producteur, dans le meilleur des cas, qui est là pour lui rappeler les réalités concrètes des choses auxquelles il peut aspirer. Mais toutes les aides du réalisateur sont là pour l'aider à mieux cerner sa vision, à mieux l'enrichir et parfois à développer des pistes qu'il n'envisageait pas. Mais son but est toujours de cadrer théoriquement la création. Donc là, ici, vous pouvez voir que dans le cadre de ce storyboard, donc je le répète, c'était une ébauche, vous avez déjà un découpage qui est établi. Donc le découpage, c'est décider du type de plan que l'on va faire, du type d'image, est-ce qu'on va mettre un plan large, est-ce qu'on va mettre un gros plan.
on a besoin de tout ça pour déterminer la production, puisque on ne fait pas un film en mettant un peu sa caméra n'importe où quand on tourne, en arrivant sur un lieu de tournage, en se disant bah tiens, je vais filmer là, je vais filmer là, je vais filmer là. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est également la phase, là on peut le voir, c'est le... Nous-mêmes, nous avons une petite structure de production, qui est une structure de production assez réduite, donc on s'occupe de toutes les étapes de la production du court-métrage, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les réalisateurs. Ici, on peut nous voir en phase de repérage, c'est-à-dire qu'on recherche, à partir du scénario et des décors qu'on a identifiés, on cherche les décors dans la réalité qui vont correspondre au film que l'on a envie de développer. Parfois, ces décors existent, on a la chance de les avoir, parfois ces décors n'existent pas, et à ce moment-là, il va falloir les créer à partir de rien. Lorsqu'on crée un décor à partir de rien, il est important de savoir, du coup, quelle partie de ce décor on va filmer. Si on décide, par exemple, de filmer dans un bâtiment bien spécifique, et qu'on veut, par exemple, créer une forêt, j'imagine, on ne va pas recréer l'entièreté de la forêt. Si on n'en a pas besoin pour le film, ce sera du gaspillage, ce sera un gâchis d'argent. Donc c'est là, par exemple, que le storyboard intervient, puisqu'il permet de déterminer ce qu'on a envie de filmer d'un morceau de décor, ou, par exemple, voilà, je parlais d'une forêt, même si on doit recomposer la forêt en studio, le storyboard ici peut aider à déterminer, ok, on a besoin que d'un seul plan large de la forêt, donc on peut peut-être se contenter de faire une image de synthèse ou de la créer infographiquement, et on peut se dire, en réalité, pour que les acteurs évoluent, on peut se contenter de 3-4 arbres en fonction de ce que le réalisateur a envie de montrer. Encore une fois, souvent, ce qui détermine vos choix, c'est en partie l'argent qui est disponible pour votre tournage. Et là, on revient à ce fameux scénario que vous pouvez le voir, déjà passablement annoté, a été particulièrement griffonné. L'étape de la pré-production consiste donc à la fois à identifier tous les besoins de la production, mais également de trouver les différents collaborateurs qui vont composer l'équipe technique. Puisque un film, soyons clairs, c'est pas une œuvre de type solitaire, c'est effectivement l'œuvre d'une équipe. Donc vous pouvez le voir ici, nous étions là sur la production d'un film qui s'intitulait Voisins, qui était un film d'anticipation qu'on a entièrement autoproduit. Donc là, vous pouvez me voir ensemble en train de préparer le travail. Ici, vous avez Chaban qui était coproducteur et directeur photographique. Donc le directeur photo est la personne qui s'occupe du placement des lumières sur votre set pour créer un éclairage spécifique. Ici, Sébastien était un des directeurs artistiques et aussi responsable maquillage. Arnaud s'occupe du son et là, David était l'autre directeur artistique et c'est également mon cadreur. Donc c'est lui qui s'occupe de tenir la caméra, de faire les mouvements de caméra que je lui demande de faire en fonction de l'espace qui est structuré. Ici, vous pouvez voir, voilà, dans le cadre de Voisins, on avait également installé toute une petite équipe de production pour qu'on soit tous sur place, sur le set, afin de pouvoir être réunis, pouvoir nous travailler au mieux. Quand je parlais de repérage, par exemple, vous pouvez voir, donc, là on cherchait... Voisin est un film d'anticipation, donc on était obligé d'avoir un décor qu'on pouvait, en fait, pour les autres du scénario, qu'on pouvait démolir, puisque une grande partie du récit consiste à pulvériser un peu tout ce qu'on vous montre. Donc il fallait qu'on trouve un décor qui était adéquat pour ce genre de projet, et on a finalement trouvé une maison qui était à l'abandon, que le propriétaire avait voulu nous prêter le temps du tournage. Donc là, vous pouvez voir que nous sommes en repérage dans le décor. Et là, voilà le plan final qui se passe dans la même pièce. Environ 6 mois après le premier repérage. Donc voilà, avant, après. Nous sommes d'une petite structure un peu... là où nous sommes un peu atypiques, c'est que dans le cadre de cette production-ci, toute l'équipe technique, toute l'équipe de réalisation est également l'équipe qui a construit le décor, qui a repeint tous les décors, on a installé des flaques de plâtre, on a fait une installation électrique pour les besoins du tournage. Donc, le film a été tourné sur une durée le tournage lui a duré une semaine, mais il a fallu auparavant 2 semaines de travaux dans les décors pour obtenir le résultat. Quand je vous parlais du choix des décors en matière de production, voilà, nous avons, outre le fait que la pièce que vous voyez là est la même pièce que celle que je vous avais montrée ici. Ça, c'est le premier jour de tournage. Ça, c'est le dernier.
on crée en matière de décor ce dont on a besoin pour tourner. Donc en fonction de nos besoins, ici on avait besoin d'un décor, on a créé un trompe-l'œil pour une porte, pour deux portes représentant la couleur d'appartement. Mais le tournage étant ce qu'il était, le mur d'en face, je vais vous le montrer, c'était celui-ci. Donc le jour même, on a tourné face à ce décor-ci. La caméra était placée de ce côté-ci, on ne filmait que le mur. Et le soir, on a terminé le tournage dans le mur d'en face. On devait faire une série de raccords, donc on n'a pas déblayé le décor. Donc on a nettoyé vraiment une partie, une moitié du set. Et l'autre partie, elle restait telle qu'elle était le jour précédent. Pour terminer la prise, on a pris du retard, donc il a fallu qu'on ait une pause. Donc, vous voyez qu'en fait, quand on travaille, on crée, théoriquement, il y a parfois des gaspillages évidemment, mais le but est de créer ce qui est utile à la production. Ici, je savais à la base, lorsqu'on a tourné, que je voulais un plan de ces deux portes, de face. Donc, sachant ça, on n'a pas eu à se tracasser de savoir est-ce qu'on va voir le couloir du côté gauche de la porte, est-ce qu'on va voir le couloir du côté droit. Donc, on savait ce qu'il nous fallait, et donc on s'est arrêté à cet aspect-là. On a juste créé ce qui était nécessaire. Je vous parlais des différents corps de métier qui apparaissent. Donc, évidemment, vous pouvez voir Cora en train de maquiller Adonis, un des acteurs. Donc, c'est une des membres de l'équipe qui était très importante pour ce genre de travail. Sachez que travailler avec des maquillages assez importants sur le visage d'un comédien demande une logistique assez en tout cas pas une logistique, mais plus une structure. Il faut savoir où on va, puisque un des éléments qui est important à savoir lorsque l'on tourne, c'est que chaque plan, par exemple, chaque placement de caméra, par exemple si je filme dans cette direction-ci, le directeur photo va me créer un éclairage dans cette direction-là. Lorsque je viendrai pour filmer ce qui se passe de l'autre côté, il faudra qu'il recrée tout le plafond technique et qu'il recrée toute la lumière de ce côté-ci. Ce qui fait que lorsque vous déterminez de filmer dans cette direction-ci, idéalement vous faites tout. Vous faites tout ce qui va se passer dans ce coin du décor. Puis, une fois que vous avez tout tourné, donc le tournage n'est pas quelque chose de linéaire. Vous ne commencez pas forcément dans le début, milieu, fin. Vous faites début, milieu, fin de ce côté-ci, et puis vous faites début, milieu, fin de l'autre côté. Autrement dit, vous devez absolument savoir ce qui va se passer dans votre image, puisque si vous décidez, tiens, de ce côté-ci, l'acteur va faire telle action, puis que vous décidez de la changer, il faut se souvenir de ce changement-là lorsque vous allez passer de l'autre côté. C'est d'autant plus complexe ici, quand je parlais de maquillage, que dans le cadre de l'intrigue, on a principalement deux personnes qui se bagarrent. Mais ça veut dire que l'évolution du maquillage va se faire en intégralité de ce côté-là du plan. Et puis, il faut redémaquiller l'acteur, recommencer toute l'évolution du décor de l'autre image. Ça peut vous donner ça vous donne une petite idée du travail de cohérence, du travail. On a une personne d'ailleurs qui se charge de veiller au respect de la continuité du scénario qui est la script. C'est un métier à part entière qui demande énormément de soins et d'attention. Tout le monde connaît les effets spéciaux numériques, on en parle souvent. Maintenant, parfois dans le cadre d'un film, on peut se contenter aussi de bons effets plateau, de bons effets. Ici par exemple, dans le cadre de l'histoire, une bombe explose et une partie de l'immeuble s'effondre. Comme on n'avait pas un budget pour montrer tout l'immeuble qui s'effondre, on avait cadré le comédien très près, et là on peut voir Arnaud avec une plaque de plâtre qui lâche sur la tête de l'acteur. Ici vous ne le voyez pas, mais la caméra est située en fait ici vers le bas et pointe vers le haut. Comme on sait que je n'ai pas besoin de filmer ce qui s'effondre là, ce qui s'effondre de l'autre côté, on se contente de ce cadrage là et on applique le système D tout simplement et ça peut très bien fonctionner. Ici, voilà, vous pouvez voir le travail de son notamment, puisque, outre le placement de caméra, il faut travailler avec le fait que le son doit être enregistré d'une manière très spécifique. Et là, vous pouvez voir Arnaud qui utilise presque un pistolet, vous pouvez le voir ici comme ça, un micro qui pointe très précisément les bruits qui vont être entendus. Donc, quand vous cadrez et que vous préparez votre image, non seulement vous prévoyez d'abord le cadre, qu'est-ce que je vais filmer, puis, en fonction de ce que vous filmez, on prépare la lumière. Et puis, il faut également composer avec le fait que le preneur de son doit être suffisamment proche des acteurs pour pouvoir enregistrer ce qui se passe. Donc, vous pouvez avoir des configurations assez folkloriques où un preneur de son va se retrouver sur le sol en train de tenir le bras. Enfin, il va essayer de trouver un moyen de capter le son sans déranger le cadre, sans déranger les mouvements d'appareil. Ici, voilà, donc je parlais du travail d'éclairage. Vous pouvez avoir un exemple ici. La caméra était située ici, on ne la voit pas très bien parce qu'il y a c'est un tournage où il y avait beaucoup de fumée, beaucoup de poussière. La caméra est ici,
Et comme on était en gros plan sur le personnage, vous pouvez voir qu'on a pu se permettre de rapprocher une mandarine, comme on appelle ceci, et une source d'éclairage bleu pour venir frapper le visage du personnage de face. Évidemment, si on avait dû composer ce plan-là en large, l'éclairage aurait été configuré d'une manière tout à fait différente. On aurait dû reculer la mandarine et préparer l'éclairage, mettre une puissance beaucoup plus grande. Donc, le choix que vous allez faire en pré-production des différents plans que vous voulez établir va avoir une importance déterminante sur la manière dont le tournage va se dérouler et l'infrastructure que vous allez devoir développer. Ce qu'on obtient en fait une fois que vous avez terminé le tournage, c'est ce qu'on appelle les rushs. Donc c'est un tas d'images brutes qui ensuite vont devoir être mises, vont devoir être assemblées pour créer vraiment le film en lui-même. Alors ici, ce que je vais vous proposer par rapport aux techniques de post-production, je ne peux pas vous faire une démonstration ici, une démonstration directe, mais comme nous sommes également, on est également pédagogue, donc on a travaillé parfois avec des jeunes pour des formations audiovisuelles, on essaie de les mettre autant que possible dans le cadre professionnalisant. Donc on écrivait une première journée avec eux sur un thème bien précis. Ensuite, on faisait un casting avec les jeunes qui étaient présents, et puis on avait 2 jours de tournage où on devait utiliser les décors et essayer d'aller aussi loin que possible dans le travail. Donc, ce que vous voyez ici, c'est un logiciel de montage, donc en l'occurrence c'est Final Cut. Ici, vous pouvez voir l'image finale du film, l'image telle qu'elle a été tournée. Là, vous avez votre chutier où vous stockez toutes les images que vous avez tournées, et puis ces images vont être découpées morceau par morceau pour être placées dans ce qu'on appelle votre timeline, où vous assemblez vos morceaux ainsi, et puis vous faites défiler, vous avez tout le film qui est joué ici avec les différents effets que vous pouvez ajouter. Parce que la post-production est une étape extrêmement importante, tout votre film peut être écrit. On dit que le film a 3 phases d'écriture, donc il y a le scénario, la production, parfois on se rend compte qu'une ligne de dialogue ne fonctionne pas, qu'il faut modifier certaines choses, que certaines choses ne sont pas possibles pour différentes raisons. Et puis vous avez la 3e écriture, qui est l'écriture du montage, tel qu'on peut l'avoir ici. Le montage et la post-production sont également les moments où vous affinez votre image. Donc, vous allez pouvoir voir ici l'évolution d'un plan qu'on a conçu. Donc, la première chose qu'on a fait, c'est ajouter des caches au-dessus pour créer ce qu'on appelle un cinémascope, avoir une image beaucoup plus large. On a éclairci l'image ensuite à l'étalonnage. Puis comme l'image était un peu jaune, on a rajouté des bleus pour la rendre un peu plus vivante, un peu moins uniforme. Alors, la prochaine séquence, normalement, on va utiliser le son, mais je n'ai pas réussi à avoir de son, donc voilà, je parlais d'étalonnage. L'étalonnage, en fait, ça consiste à travailler vos couleurs pour uniformiser l'ensemble des pistes que vous avez obtenues. Donc, en l'occurrence, ici, voilà une petite séquence qu'on a tournée dans le cadre du film. Je vous laisse la regarder. Alors je vous délivre déjà le petit truc, c'est qu'en fait, le plan que vous voyez ici, et donc ce plan-ci, et le contre-champ ici, tout ce qui a été tourné avec cet acteur-ci, on a eu un petit problème lorsqu'on a tourné les images la première fois. Donc, la première session de tournage, on a tourné ces images-ci, et puis on a tourné le contre-champ, donc cette image-là, 6 mois plus tard. Donc il y avait un changement de saison qui était assez manifeste puisqu'on a tourné au printemps et on a terminé le tournage, donc du coup presque à l'arrivée de l'hiver. Donc on avait une image qui était radicalement différente. Vous allez voir les images non étalonnées ici. Là vous allez voir que la différence est assez frappante en termes de colorimétrie. Vous avez une image qui est beaucoup plus bleue, une image beaucoup plus brune. Vous pourrez voir également de temps en temps qu'on a rajouté les caches ici au-dessus, ce qui nous permet également de dissimuler certains plans un peu maladroits où le perchman laissait sa perche un peu débordée. Vous voyez que ce plan-là, notamment, a été considérablement éclairci dans le film final. Alors voilà, un petit exemple en matière d'étalonnage. Vous pouvez avoir ici, toujours dans Final Cut, c'est la base. Hein. Il y a des logiciels d'étalonnage qui sont beaucoup plus sophistiqués.
mais vous pouvez voir un peu ici, vous pouvez ainsi modifier la couleur de vos blancs dans l'image, donc l'orienter un peu plus vers le bleu. Les tons moyens ici peuvent également être modifiés. Ici vous avez vos noirs également qui peuvent être modifiés. On peut changer toute l'atmosphère d'une scène à partir de là. Numériquement, on peut créer ce qu'on appelle une nuit américaine, c'est-à-dire vous tournez de jour et l'image dans le film final donne l'impression d'avoir été tournée de nuit. L'étalonnage peut vous permettre d'obtenir ce résultat-là. Donc là, je vous montre, c'est le processus de base de l'étalonnage à travers Final Cut. Il y a des logiciels un peu plus... là, ici, c'est un autre logiciel qui s'appelle Magic Bullet, qui vous permet d'intégrer des effets un peu plus complexes, un peu plus sophistiqués. Notamment ici, j'ai appliqué sur une des images un filtre qui a été employé dans la série des Jason Bourne, notamment toutes les scènes de flashback. Donc la mort dans la peau, la mémoire dans la peau. C'est un effet assez voyant qui ne s'appliquait pas dans le film que nous on a tourné, mais c'était un bon exemple pour montrer comment une image pouvait être transformée en fonction de l'utilité qu'on veut lui donner. Alors voilà ici un petit exemple, par exemple en termes de montage. Je vais d'abord vous montrer la séquence complète, puis vous allez avoir un peu les différents rushs du film. J'ai un peu poussé le son pour que vous puissiez entendre également un peu ce qui se passe. Donc voilà, la séquence que vous voyez là, c'est toujours le film tourné avec les jeunes, la séquence est terminée. Donc, voilà, c'est une petite séquence qui n'est pas spécialement complexe d'un point de vue technique, puisqu'on l'a tournée assez vite dans le cadre de la formation. Donc là, vous allez voir, l'étalonnage du film viendra vous indiquer quel morceau de cette séquence a été utilisé pour le film. Donc voilà, ici on a employé le son de la prise d'origine. Voilà, l'acteur n'a pas fouillé, la fin de la prise n'a pas été utilisée. Là, comme vous pouvez le voir, la caméra, on était sur un autre axe, donc la caméra était située à un autre endroit, la lumière était différente. Les deux plans que vous voyez, il a fallu reconfigurer complètement la disposition de l'éclairage. Voilà, ici par exemple, on peut voir que le jeune acteur a voulu ajouter un petit truc de son cri, il a balancé la sacoche. Le simple fait qu'il ait balancé la sacoche et qu'il n'avait pas fait dans les prises précédentes, on fait qu'on n'a pas pu utiliser la fin de cette image-ci. Comme un des acteurs fouillait et n'était pas spécialement convaincant, ben, c'était pas un problème, on a pu continuer et composer. Voilà, comme l'acteur s'est planté, on a pu utiliser ici qu'un tout petit morceau de la prestation. Là, encore une fois, on a pu radicalement modifier l'axe de la caméra, donc tout le dispositif d'éclairage avait été changé. Évidemment, c'est un travail assez important pour les acteurs qui doivent, eux, recomposer, refaire leurs prestations régulièrement. Là, l'exemple utilisé ici est un peu plus spécifique, puisque dans l'image que vous allez voir ici, je n'ai utilisé qu'une partie du son. C'est-à-dire que lorsqu'on a filmé la séquence, il manquait des rires clairs de la part des jeunes, et plutôt que de les faire enregistrer, j'ai été prendre dans une image préalable un son qui convenait.
ici, voilà, au cours d'un même plan, à deux reprises, j'ai repris certaines images, mais entre les deux est venu s'intercaler le plan rapproché que vous voyez ici. Donc voilà, ici ces petits exemples par rapport au montage pour vous montrer qu'un placement de caméra ne se fait pas au hasard et que pour communiquer avec toute votre équipe, le chef opérateur, les meilleurs outils doivent être à votre disposition. Donc le concept art, justement l'art conceptuel tel qu'on peut le voir ici, vous avez des exemples de storyboard utilisés chez Disney que Thomas a mis en place de ce côté-là, vous permet justement de communiquer et de déterminer quelles sont les images qu'il va vous falloir. Et vous, en tant que réalisateur, votre tâche est de vous assurer que votre histoire pourra être racontée correctement et avec efficacité par rapport aux moyens que vous avez à votre disposition et par rapport aux choix esthétiques et créatifs que vous pouvez faire. Donc, un dernier point sur lequel j'insisterai peut-être avant de montrer quelques images de notre travail, c'est que l'outil numérique, tout ce que vous avez vu ici a été tourné avec des outils numériques. C'est-à-dire qu'une structure comme la nôtre, comme FAMO, n'aurait pas pu exister il y a 15 ans, puisque aujourd'hui, beaucoup de jeunes réalisateurs ou aspirants réalisateurs peuvent déjà commencer à apprendre leur métier très tôt en filmant avec des caméras numériques, que ce soit des appareils photo comme on peut voir ici, qui sont fort utilisés pour le moment, qui sont relativement accessibles d'un point de vue économique, ou même une petite caméra comme celle-là. Le numérique vous permet de déjà vous essayer au montage, puisque même Windows Movie Maker ou des choses ainsi peuvent être accessibles pour des jeunes qui débutent et ils peuvent ainsi mieux saisir, ils peuvent faire de l'apprentissage par essai-erreur de ce qui fait qu'un montage fonctionne, qu'un film fonctionne ou ne fonctionne pas. C'est toujours utile de faire ça, de faire ces premières armes seul avant de pouvoir travailler avec une équipe complète qui, elle, n'est pas toujours là, n'est disponible que pour un temps très réduit. Parce qu'on fait un film, on décide généralement de le faire sur on réunit l'équipe, et quand l'équipe est unie, on ne peut pas se permettre de la rappeler systématiquement 3 semaines après, un peu au petit bonheur la chance. On a besoin des trucs structurés. Donc voilà l'utilité de l'art conceptuel, l'intérêt du numérique par rapport maintenant, par rapport à l'audiovisuel, permet d'envisager pour tous les aspirants réalisateurs de pouvoir développer leur art même au-delà des institutions traditionnelles. On peut commencer, nous c'est ce qu'on fait, on autoproduit, on avance, on crée, on essaye surtout de pouvoir être en phase avec nos impulsions en fait, avec nos envies de créer et ne pas... le processus du film étant tellement lourd, on essaie de conserver une spontanéité dans la création. Donc voilà, je termine en vous montrant quelques images de ce que nous avons produit. Tous les films ici ont été produits à très très petit budget, des micro-budgets véritablement. Vous pouvez voir des choses qu'on a produites, qu'on produit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à la fin du film. Ça bug un peu, hein, excusez.
qui découvre les images sur le grand écran, vous pouvez remarquer que le cadre n'est pas manchot, mais il manque le haut de l'image. Je suis désolé.